Donc Roger Vendôme, je réside en ce moment au Canada depuis 25 ans, à Toronto, donc partie anglophone du Canada. Je travaille dans l'intelligence artificielle depuis un peu plus de 30 ans. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on fait. Si on en parle maintenant, c'est essentiellement parce que la technologie a permis de faire des avancées qui n'étaient pas possibles avant. Mais une chose dont on va parler, c'est que souvent, on a tendance à considérer que l'intelligence artificielle, ça fait partie de l'informatique. Et l'erreur monumentale que font les entreprises est toujours de donner les projets d'intelligence artificielle au département informatique et IT. C'est la première recette pour aller dans le mur, parce que l'intelligence artificielle, ce ne sont pas des ordinateurs, ce n'est pas de l'informatique, ce sont des mathématiques. Et mon background est mathématique. Donc, c'est d'abord des maths. Et si on ne comprend pas les maths, l'IA, ça ne marche pas. Donc, les maths n'ont pas changé, c'est pour ça que l'IA, c'est pas nouveau. C'est simplement que les ordinateurs récemment ont permis de faire des choses que l'on connaissait déjà il y a très très longtemps, mais qu'on n'était pas capable de faire. Des opérations qui auraient pris plusieurs semaines de calcul et qui prennent aujourd'hui moins d'une seconde, c'est simplement qu'on ne pouvait pas le faire avant. Mais les choses n'ont pas changé. Alors je travaille donc dans une quantité de domaines de l'IA. Ce que j'essaye de faire en particulier, c'est d'essayer, ce qu'on va faire aujourd'hui, de faire comprendre ce qu'est de l'IA, de démystifier un petit peu, et ensuite d'explorer les possibilités d'utilisation de l'IA dans les entreprises, et ensuite de faire des modèles. Donc je ne suis pas qu'un consultant qui donne des conseils et qui ne fait rien. J'ai aussi les mains dans le cambouis, je code et je crée des algorithmes qu'on implante ensuite dans les entreprises. Alors l'IA générative est essentiellement ce dont on parle en ce moment. Donc l'IA générative qui est apparue sur le spectre il y a à peu près 2 ans a tendance aujourd'hui à capter toute la lumière et on a tendance à penser que l'IA, ce n'est que l'IA générative. C'est un tout petit pointe de l'iceberg. L'IA, c'est beaucoup plus que ça et depuis beaucoup plus longtemps. Mais comme c'est ce qui concentre l'attention et ce qu'on utilise en général le plus et qui va être sur Copilot dont on va parler essentiellement de ça aujourd'hui, mais on va quand même revenir en arrière pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est. Alors, les objectifs que l'on va poursuivre aujourd'hui, le premier, je pense, le plus important, qui va prendre le plus de temps, en termes de temps, je vais parler à peu près pendant 1h30 sans pause. On fera des pauses quand vous voulez. On va y aller à votre rythme. Hein. Si à un moment il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le premier, c'est déjà de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Avant de l'utiliser, avant d'en débattre, avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà comprendre ce que c'est. Ensuite, on va parler d'IA générative, voir des études de cas. Comment est-ce qu'on utilise tout ça? Comment est-ce que ça peut servir? Et ensuite, à la fin, quelques considérations philosophiques. Où est-ce qu'on va? Parce qu'on reste quand même des êtres humains dans un contexte un petit peu particulier, avec un futur qu'il faut arriver à comprendre, parce que l'humanité va avoir à faire des choix. Et donc, il faut arriver à comprendre un petit peu où ça va. Donc, quelques petites considérations philosophiques à la fin, qui sont inévitables dans ce contexte. Alors, d'abord, comprendre l'IA. Qu'est-ce que c'est? Pour arriver à comprendre l'IA, il faut replacer l'humain dans le contexte. On a tendance à ne regarder l'humain que par son aspect technique, technologique. Ça ne permet pas de le comprendre. Il faut déjà replacer l'humain. Pourquoi replacer l'humain? Quelle est l'origine de ça? Pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui? Nous sommes êtres humains aujourd'hui et de tout temps, prisonniers dans un univers à 3 dimensions. Donc on est matérialisé dans un univers à 3 dimensions. On ne peut même pas concevoir une 4e dimension. On vit dans un espace-temps avec une ligne de temps qui va toujours dans la même direction, toujours à la même vitesse. On ne peut pas aller plus vite et on ne peut pas revenir en arrière. Ces considérations-là, que certains appellent une prison, mais qui sont en fait des contraintes, donc les contraintes de nos vies matérielles, dans un univers en 3 dimensions avec une ligne de temps, nous obligent à une chose, c'est que notre condition d'être humain nous oblige à prendre des décisions. On prend des décisions plusieurs centaines, milliers de fois par jour, en permanence. C'est la seule façon que l'on a d'exister et d'évoluer.
c'est de prendre des décisions. Mais dans ce contexte et ces contraintes que j'ai décrites, on a un problème. C'est que quand on prend une décision, c'est dans le but d'avoir un effet à obtenir dans le futur. Mais on n'a aucune idée du futur. Donc à chaque fois qu'on prend une décision, on prend une décision dans l'incertitude. Et l'incertitude du futur crée et génère énormément d'anxiété chez l'être humain, qui est toujours obligé de prendre une décision dans l'incertitude. Nous ne saurons jamais, si à chaque fois qu'on prend une décision, la décision que l'on prend va avoir l'effet escompté. On prend une décision et après on croise les doigts. Et on espère que ça va bien se passer. Mais on ne le saura jamais. Alors ça crée énormément de problèmes et ça a toujours créé des problèmes à l'être humain en général depuis qu'il existe. On a essayé de résoudre ce problème-là par une quantité de moyens. On a lu dans les astres, les boules de cristal, les cartes, le marc de café. On a ouvert des entrailles d'animaux avant de démarrer des batailles ou de prendre la mer. On a tout essayé. Vraiment tout. Avec plus ou moins de succès. Il y a des trucs qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. On a tout essayé jusqu'à un moment dans l'histoire. Exactement en 1654. En 1654, en France, l'histoire de l'humanité bascule sur un événement bien précis. Il y a un type qui s'appelle le Chevalier de Méret, qui est un joueur de dés. Et à l'époque, dans le XVIIe siècle, il y a un jeu de dés qui est très long, qui prend beaucoup de temps, où on joue de l'argent. Et parfois, le jeu étant très long, on n'arrive pas à finir la partie. Et quand on n'arrive pas à finir la partie, il se pose un problème, c'est comment on fait pour répartir les gains de façon équitable. Alors, il y en a qui disaient, ce qui reste sur la table, on le divise par le nombre de joueurs. Mais il y en a qui disent, oui, on le divise par le nombre de joueurs, mais bon, il y en a un qui est en train de gagner, il y en a un qui est en train de perdre, il n'y a pas de raison qu'ils aient le même partage. Donc, comment est-ce qu'on fait pour partager équitablement? Pour partager équitablement, c'est-à-dire qu'il faut envisager la probabilité de gain, donc la probabilité de la fin de la partie, en fonction du début de la partie. Et donc là, le chevalier de Méret va voir un pote à lui, Blaise Pascal, et lui dit, est-ce que tu pourrais résoudre le problème pour moi? Alors Blaise Pascal a déjà abandonné les mathématiques, il est déjà sur la philosophie, il revient aux mathématiques, il va voir un pote à lui, qui s'appelle Pierre de Fermat, et à deux, ils inventent les probabilités modernes. Le calcul de probabilité moderne, qui est la quantification mathématique de la probabilité d'événements dans le futur en fonction de l'observation du passé. Et ça, c'est une bascule totale. C'est la première fois, et ça n'a pas changé depuis, les mathématiques n'ont pas changé depuis 1654, c'est la première fois que l'on va quantifier l'avenir. On va quantifier la probabilité de l'occurrence d'un événement dans le futur en fonction de l'observation et de l'analyse des événements passés. Et c'est tout ce qu'on fait. C'est le cœur, véritablement, c'est le cœur de l'IA, qui répond à un problème, et un seul, c'est la prise de décision dans l'incertitude du futur. C'est notre problème majeur, c'est la prise de décision dans l'incertitude. Et c'est ce que va résoudre, va tenter de résoudre l'IA à travers les probabilités qui ont été inventées en 1654. Voilà le cœur du problème. C'est d'abord ce qu'il faut arriver à comprendre. Alors, quand on a compris ça, on a fait un petit peu plus d'études, on a essayé de théoriser tout ça et de le formaliser. Et on est arrivé au concept d'évolution de la donnée qui va évoluer vers le savoir. Alors, on ne va pouvoir prendre une décision que lorsqu'on a le savoir. Pourquoi? Quelle est la différence entre données, information et savoir? Je vais prendre un exemple. Vous avez un tableau Excel, et dans un tableau Excel, dans une case, vous avez les chiffres 1, 0, 0 et 0, et le nombre 1000. Ça, c'est de la donnée, c'est une donnée. Est-ce que vous pouvez prendre une décision avec ça? Le problème, c'est que vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne savez même pas quelle décision il faut prendre, c'est juste une donnée. Donc, ça ne sert à rien. Pour qu'elle serve à quelque chose, la donnée doit être mise en contexte. Il faut donc qu'elle devienne une information. Si je vous dis que ce nombre-là, 1000, c'est en fait un prix, en fait 1000 euros. Donc, je lui donne une unité, je lui donne un contexte. Et que ce 1000 euros, c'est le prix d'un téléviseur.
Ça tombe bien parce que justement, j'ai envie d'acheter un téléviseur. Ça, c'est la décision que je vais avoir à prendre. Ma décision, c'est d'acheter un téléviseur. Dans tous les aspects de l'IA et dans toute la modélisation qu'on va faire, il y a une chose importante qu'on introduit à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la fonction de coût. La fonction de coût, c'est la façon dont on va prendre notre décision. L'être humain, en général, prend sa décision en fonction d'un rapport coût-bénéfice. Il est très rare, très rare, qu'un être humain prenne une décision à l'inverse de ce qui lui est bénéfique. Parfois, ça peut paraître à l'inverse de son bénéfice, mais en fait, il y a un raisonnement différent, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice qui n'est pas forcément matériel. On peut parfois faire quelque chose qui est matériellement à notre détriment, mais parce qu'on en a un bénéfice intellectuel ou sentimental, parfois moins mesurable. Mais en général, on agit toujours dans un contexte bénéfique. Donc ce rapport coût-bénéfice, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la fonction de coût. Donc c'est la fonction mathématique qui va établir le fait que ça doit être bénéficiaire. Si je veux acheter un téléviseur, quelle est ma fonction de coût? C'est la fonction coût-qualité, qualité-prix. Ce que je veux avoir, c'est la meilleure qualité pour le prix le plus bas. Donc je peux avoir une fonction mathématique qui va me dire je veux l'écart le plus important entre une qualité importante et un prix le plus bas possible. J'ai tout à coup donc ce prix, 1000 euros, j'ai ma donnée, maintenant j'ai mon information. C'est le prix d'un téléviseur, c'est en euros. J'ai mon information. Est-ce que je peux prendre une décision? Bah oui, je peux prendre une décision, je peux décider d'acheter le téléviseur à 1000 $. Mais est-ce que ce téléviseur à 1000 $ va répondre à ma fonction de coût? Non. Il me manque quelque chose. Donc je peux prendre une décision, mais ça ne va pas être une décision éduquée. Ce qu'il me manque, c'est la mise en perspective. Il me manque le savoir. Et là, si quelqu'un me dit 1000 $ pour ce téléviseur, il est dans le premier quartile de la distribution de tous les prix des téléviseurs équivalents qui sont sur le marché, je sais qu'il y a 75% des téléviseurs qui vont être plus chers. Il fait donc partie du premier quartile, c'est-à-dire du premier 25%, et que donc il y a 75% de probabilité que les autres soient plus chers, et donc que je fasse une bonne affaire. Là, j'ai le savoir qui va me permettre de répondre à ma fonction de coût et de prendre une décision éduquée, en fonction du savoir et donc des probabilités. Donc c'est ça qu'on cherche. Toute notre recherche, elle est ici au niveau du savoir. Alors après, les chercheurs sont allés un peu plus loin et sont allés jusqu'à la compréhension du raisonnement. Est-ce que je peux arriver à comprendre la façon dont je prends une décision? À analyser mon système de raisonnement? Alors on parle beaucoup d'algorithmes et on fait beaucoup de raisonnement sur les méchants algorithmes qui vont nous manger, nous remplacer, etc. L'algorithme, c'est la façon dont on vit, c'est la façon dont on raisonne. On fait ça tout le temps en permanence. On raisonne en permanence et on prend des décisions par algorithme. Je vais vous donner un exemple d'algorithme simple que vous utilisez tous les jours sur une action que vous faites absolument régulièrement et tous les jours quand vous traversez une rue. On traverse une rue assez régulièrement. On ne traverse pas une rue comme ça. Ce n'est pas une action triviale. On met sa vie en danger quand on traverse une rue. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va acquérir des données. On a des senseurs qui nous permettent d'acquérir des données. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à regarder à gauche, on va regarder à droite. Sur le premier niveau de l'algorithme, okay, est-ce qu'il y a des voitures? Il n'y a pas de voiture à gauche, il n'y a pas de voiture à droite, je peux y aller. Il n'y a pas de voiture à droite, il y a une voiture à gauche. Deuxième niveau de l'algorithme, est-ce que la voiture est en mouvement ou est-ce qu'elle est arrêtée? Si elle est arrêtée, je traverse. Si elle est en mouvement, troisième niveau de l'algorithme. Et là, je commence à raisonner, à calculer. Quelle est la vitesse de la voiture? Quelle est ma vitesse pour traverser? Est-ce que j'ai le temps de traverser avant que la voiture arrive? Si j'estime que j'ai le temps de traverser, je prends la décision de traverser. Est-ce que je regarde devant moi? Non. Je vais monitorer
le contexte et monitorer ma décision. C'est-à-dire que je vais garder un œil sur la voiture. Est-ce que l'enfoiré peut accélérer? À ce moment-là, je vais être obligé de changer ma décision, parce que le contexte évolue. Et je vais avoir un deuxième niveau de décision à prendre. Est-ce que j'accélère moi-même pour aller de l'autre côté, ou est-ce que je recule pour revenir là où j'étais? Donc, ce n'est pas si simple que ça, et ce sont des raisonnements par algorithme que l'on fait tout le temps en permanence. À chaque fois qu'on prend une décision, c'est toujours par algorithme, c'est toujours par arbre de décision, sur des choses que l'on a appris. Quand on arrive à comprendre ça, on peut arriver à répliquer les raisonnements et répliquer les systèmes de décision et répliquer les raisonnements de décision. On prend l'exemple d'une voiture, vous avez à choisir une voiture, et chacun va avoir des critères de raisonnement et de sélection par la couleur, le coût, la puissance, le nombre de sièges, le goût, l'environnement, la famille, etc. Tout ça sont des systèmes de décision qui permettent de comprendre, alors grosse utilisation marketing bien entendu, savoir de comprendre d'où va venir l'origine de l'acte d'achat, qui est une décision parmi tant d'autres, mais quelle est l'origine de la décision. Quand on arrive à comprendre tout le système et l'origine de la décision, et que l'on a de façon personnelle l'intégré ce système-là, ça devient ce qu'on appelle la sagesse, c'est-à-dire que l'on ne raisonne plus. L'algorithme est complètement intégré, on l'a ingéré totalement, et on n'y fait plus attention. Aujourd'hui, quand vous traversez une rue, vous ne raisonnez plus. Vous n'êtes plus, bah tiens, je vais regarder à gauche, tiens, je vais regarder à droite, est-ce qu'il y a une voiture? Vous ne raisonnez plus. Vous regardez, l'algorithme se met en marche de façon automatique. Et il y a une quantité de choses qui se font de façon automatique. De façon parfois automatique où on le sait parce qu'on l'a raisonné, parce qu'on a appris. D'autres qui se font de manière que l'on va qualifié de intuitive. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des concepts qu'on appelle l'intuition, le sixième sens, tout ce genre de choses sur les tiens, bon, on a l'intuition de quelque chose. C'est en fait l'apprentissage historique. Une quantité d'événements sur lesquels on a établi des corrélations sans s'en rendre compte, sans savoir, sans que ce soit conscient, mais qui nous disent que quelque chose va se passer. C'est quelque chose qu'on a beaucoup observé, qu'on continue d'observer dans les métiers dangereux. Les militaires, les policiers, les pompiers, des gens qui sont habitués à côtoyer du risque, développent ce genre de choses. Quand vous avez un vieux pompier qui vous dit à un moment là il faut qu'on se barre là maintenant, en général les jeunes l'écoutent, ils ne savent pas pourquoi, et ils partent. Il se trouve que 10 secondes après le plancher s'effondre, mais personne ne le savait, mais lui il a senti quelque chose parce que ça fait longtemps et qu'il a l'habitude et que il ne sait même pas l'expliquer lui-même. Dans l'armée, c'est pareil. Quand vous avez un vieux sergent qui vous dit ah, mon lieutenant, ça sent pas bon là. On l'écoute, on fait demi-tour et puis on s'aventure pas. S'il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et c'est le fruit de l'expérience. Donc ça, c'est pareil. C'est de l'apprentissage, c'est de la mise en corrélation d'événements et c'est du calcul de probabilité qu'on a l'habitude de faire. Alors si ce genre de choses vous intéresse, il y a des lectures intéressantes. Il y a le grand gourou de la décision humaine qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est mort cette année, un prix Nobel d'économie en 2006 pour ses études sur la décision humaine, et en particulier ce qu'il a découvert et appelé les heuristiques de décision, qui sont les biais de décision. Donc son gros bouquin, c'est Thinking Fast and Slow. Alors si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande fortement, et même de le lire plusieurs fois en prenant des notes. Vous allez comprendre mieux comment est-ce que nous raisonnons, comment est-ce que nous prenons des décisions, et comment est-ce que des gens très intelligents peuvent prendre des décisions très bêtes, parce que nous avons des biais de décision, ce qu'on appelle les heuristiques de décision, qui sont liés essentiellement au fait dont on est construit. On est câblé comme ça. Ce qui est intéressant avec les heuristiques, c'est qu'on ne veut pas y échapper. Mais ce qui est intéressant, c'est de les connaître. Alors vous en avez, de mémoire, vous avez l'heuristique de disponibilité, par exemple. L'heuristique de disponibilité, enfin il y en a 7, il en est couvert 7. L'heuristique de disponibilité, c'est le fait que l'on va, dans un contexte de pression, prendre une décision en fonction des dernières informations disponibles. Notre mémoire fonctionne en stack, comme ça en pile. Quand on est sous pression, c'est la dernière information qui est rentrée dans la mémoire que l'on va utiliser.
Alors ça, c'est utilisé par les marketeurs. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que vous entendez le même message publicitaire rabâché 1000 fois par jour à la radio, à la télévision, etc., c'est pour être sûr que ce message est sur le dessus de la pile au moment où vous allez devoir prendre une décision et que l'heuristique de disponibilité va fonctionner pour vous amener à prendre une décision d'achat. Même quand on le sait, ça fonctionne. Il y a une autre heuristique intéressante, c'est l'heuristique d'ancrage. Alors, elle est un peu plus compliquée, l'heuristique d'ancrage, parce qu'elle est plus subtile et donc beaucoup plus dangereuse. Lorsque vous allez prendre une décision, vous allez prendre la décision qui va être autour d'un élément qui va éventuellement être ancré dans votre cerveau au début. Par exemple, si... alors, c'est beaucoup utilisé dans les négociations. Si je négocie, par exemple, je négocie avec vous et je veux vous faire accepter un prix, je veux faire accepter un prix important. Donc, je veux que votre cerveau commence à penser sur des nombres importants. Et bien, au moment où on va se rencontrer, on va commencer à discuter de façon anodine. Et je vais vous dire, tiens, hier, j'ai assisté à une conférence sur le cyberespace, sur l'univers, et on va parler de distance entre planètes, de distance de l'univers, etc. Je vais ancrer votre cerveau sur du raisonnement de grands nombres. Et vous allez être beaucoup plus à même d'accepter des chiffres importants. Alors... Je vais utiliser ça pour ma prochaine négociation salariale. Mais ça fonctionne tout le temps. Il y a des expériences absolument extraordinaires. Si vous lisez le bouquin de Kahneman, il a fait, c'est une expérience relativement connue, à 2 amphithéâtres différents dans une université. Un amphithéâtre qui parle de microbiologie et un amphithéâtre qui parle d'espace, d'univers, de grandes dimensions, etc. Et à la fin des 2 cours, il demande à chacun d'estimer l'âge de la mort de Moïse. Tout le monde sait que, on pense que Moïse est mort vieux, mais on ne sait pas à quel âge il est mort. Eh bien, tous ceux qui ont parlé de microbiologie, donnent en moyenne un âge beaucoup moins important que ceux qui ont parlé de l'univers, qui vont estimer des chiffres beaucoup plus importants. Ça fonctionne à tous les coups. Donc ça, c'est intéressant de savoir, de comprendre comment est-ce que notre cerveau fonctionne, comment est-ce qu'on raisonne. Ça permet de comprendre un petit peu mieux comment est-ce que tout cela fonctionne. Lorsqu'on a compris tout ça, l'industrie a décidé de créer des produits autour de ces éléments-là, autour de ces raisonnements. Donc le premier, il y a différents niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse descriptive. L'analyse descriptive, elle répond à une question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va avoir des données. Ces données vont représenter le passé et on va savoir ce qu'on a en face de nous. Là, maintenant, tout de suite, à le présent. Ça va être en général des graphes, des camemberts, des courbes qui vont nous donner des proportions d'éléments que l'on a devant nous. Donc ça, c'est la connaissance du présent. Ensuite, on va passer à l'analyse diagnostique. L'analyse diagnostique, on a le présent, et là, on va regarder le passé. Et on va essayer de trouver des corrélations entre le passé et le présent. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à expliquer le présent par des choses qui se sont passées avant? Vous voyez, des corrélations entre le passé et le présent. Ça, c'est tout le domaine de ce qu'on appelle le BI, Business Intelligence, les grands tableaux, les plateformes de BI, les plateformes des tableaux, etc., qui nous donnent une description du présent et puis quelques explications sur le passé. Alors, il y a eu un engouement pendant des années pour le BI qui est en train de s'effondrer, on rentre dans le mur. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais répondu à la question fondamentale. Prendre une décision. Pour prendre une décision, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du futur. Et là, le BI, il me donne le présent et le passé. Alors, vous êtes bien gentil de me donner le présent et le passé, mais en fait, moi, maintenant, quand je vais prendre une décision, je me retrouve dans la même situation où j'étais, c'est-à-dire de devoir inférer pour prendre une décision par moi-même, parce que ça ne m'aide pas. Ça me donne des connaissances qui sont de la curiosité, mais qui vont ne me donner absolument aucun élément pour prendre une décision. Là où on a fait un bond, c'est l'analyse prédictive.
Et alors, j'ai mis une barrière en pointillé parce qu'il y a un monde de différence entre les deux. Business intelligence, c'est relativement simple. Quand on rentre dans l'analyse prédictive, là, on rentre dans des mathématiques qui sont assez sophistiquées et ça demande un peu d'effort. L'analyse prédictive va consister à prendre tous ces éléments-là, les corrélations qu'on va trouver entre le passé et le présent, et les projeter vers le futur pour calculer des probabilités. Donc là, on retombe sur les probabilités. On va calculer les probabilités d'occurrence d'un événement dans le futur en fonction de l'observation du passé. Là, ça demande un petit peu de maîtrise de maths. Et là, on peut commencer à prendre des décisions. Parce que là, on a la probabilité. On va commencer à prendre des décisions éduquées. Alors attention, il y a un concept intéressant qui est celui de la bonne décision. Qu'est-ce qu'une bonne décision? Alors on a un petit peu ce biais en Occident essentiellement de qualifier une bonne décision comme étant la décision qui a la conséquence que l'on a escomptée. Ce n'est pas forcément la bonne décision. Parce que quand ça a la conséquence qu'on a escomptée, c'est parfois simplement qu'on a eu de la chance. Si on estime que la bonne décision, c'est celle qui a la bonne conséquence, on estime que l'on a encore un pouvoir sur la réalisation de la décision. Ce qui n'est pas vrai, une fois qu'on a pris la décision, ben, on n'est plus en contrôle, hein, c'est fini. Après, Inch'Allah, hein, on ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Après, c'est une question de probabilité, donc de chance. Si je vous dis il y a 80% de probabilité que ça se passe, ben, il y a aussi 20% de probabilité que ça ne se passe pas. Mais s'il y a 80% de probabilité que ça se passe, la bonne décision, c'est de prendre cette décision-là, parce que c'est là où il y a le plus de probabilité que ça passe. Alors, malheureusement, ça, c'est la bonne décision. Malheureusement, si ça tombe dans les 20% et que ça ne se passe pas, en Occident, on va vous dire, vous avez pris une mauvaise décision. Non, la décision, elle était bonne. Simplement, bah, il faudra un moment, 20% du temps, bah, ça ne va pas passer. Et c'est comme ça, mais on le sait avant, ça s'appelle une décision éduquée. Celui qui a pris la décision avec 20% de probabilité et où ça se passe, bah, simplement qu'il a eu beaucoup de chance cette fois-là. Alors on va lui dire, c'est super, tu as pris une bonne décision. Non, il a pris une très mauvaise décision, il a simplement eu beaucoup de bol cette fois-là, ça ne va pas forcément se reproduire la prochaine fois. Donc, il faut faire attention à la façon dont on estime ce qu'est une bonne décision. Une bonne décision, c'est une décision éduquée qui est prise en fonction de la connaissance des probabilités. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc ça, c'est le fruit des analyses prédictives. Il y a une étape supplémentaire qui est l'analyse prescriptive. Mathématiquement, c'est exactement la même chose, mais on raisonne à l'inverse. L'analyse prédictive, elle nous donne une connaissance des probabilités dans le futur en fonction d'un présent. Donc j'ai mon présent, et si ce présent-là ne change pas, voilà ce qui va peut-être se passer, voilà la probabilité de ce qui va se passer dans le futur. Maintenant, si je raisonne à l'inverse, je définis le futur que je veux. Le même raisonnement et les mêmes mathématiques vont me dire ce qu'il faut que je change dans mon présent pour augmenter la probabilité d'occurrence du futur. Et là, je définis mon futur. C'est ce que font les marketeurs, par exemple, en définissant mon futur, c'est d'augmenter mes ventes. Qu'est-ce qu'il faut que je change aujourd'hui pour augmenter la probabilité des ventes? Il faut que je change mon site internet, il faut que je change la couleur du produit, il faut que je change mon segmentation marketing, il faut que je change l'appellation du produit, il faut que je change les faits. Qu'est-ce qu'il faut que je change aujourd'hui pour augmenter la probabilité de réussite dans le futur? Ça, c'est de l'analyse prescriptive. Je définis mon futur, je change mon présent pour augmenter la probabilité de réalisation du futur. Analyse prédictive, j'ai mon présent, qu'est-ce qui va se passer si mon présent ne change pas? Mathématiques exactement les mêmes, raisonnement inverse. Simplement, on inverse la formule. Une fois qu'on a contrôlé tout ça, il reste la dernière étape, qui sont les systèmes autonomes. Quand on a les probabilités, donc on va prendre une décision en fonction de la probabilité. Le plus difficile, le plus compliqué, c'est le calcul de la probabilité. Après, on va prendre une décision en fonction de cette probabilité, c'est-à-dire en fonction de quoi? Tout le monde va prendre une décision différente en fonction de ses probabilités parce que nous avons chacun une acceptation du risque qui va être différente.
en fonction de plein de paramètres. Ils peuvent être des paramètres personnels ou qui peuvent être des paramètres contextuels. Dans une entreprise, par exemple, on va avoir une direction qui va nous dire quel est le risque qui va être acceptable. Je prends le contexte bancaire. Une décision qui est celle de l'acceptation du crédit. L'acceptation du crédit se fait en fonction d'un risque qui est celui de ne pas être payé. Quand je suis un officier bancaire et que j'accorde un prêt, je fais un pari sur l'avenir que ce prêt va m'être remboursé. On a aujourd'hui des fonctions mathématiques de scoring qui vont nous donner la probabilité pour une entreprise ou pour un individu de faire faillite ou de ne pas rembourser. Je vais donc, moi, officier bancaire, prendre ma décision éduquée en fonction de cette probabilité. Mais quel est mon niveau de risque acceptable? Ça, c'est le contexte de la banque qui va définir le risque acceptable et qui va me dire ton seuil de décision de risque, il est à 1,5%. S'il y a plus d'1,5% de risque de ne pas être payé, tu ne prends pas. Bon. Je regarde mon scoring, et puis je regarde, et si la probabilité est plus de 1,5%, je dis non. Si c'est moins de 1,5%, je dis oui. Ça, c'est de l'automatisme. Pas très compliqué. Ça veut dire que ça peut être automatisé. Alors ça ne se fait pas dans le milieu bancaire pour des raisons éthiques, parce qu'on veut toujours que ce soit un être humain qui prenne la décision. Mais l'avènement des fintechs a été justement d'automatiser cette décision sur un site internet. Rien de faire d'autre que ce que fait un officier bancaire, systématiquement, mais simplement on définit un seuil et on automatise la décision à partir du seuil. À ce moment-là, on a un système autonome. C'est-à-dire qu'on a un système qui, de l'acquisition des données, nettoyage des données, analyse des données, calcul de la probabilité et définition de la décision en fonction de la probabilité et exécution de la décision, on a retiré l'être humain de tout le système. Il est avant, dans l'établissement de l'algorithme, dans l'établissement du calcul, dans l'établissement des mathématiques, dans la décision du seuil de décision, mais dans l'exécution, on retire l'être humain et on a un système autonome. Exemple de système autonome, les petits robots aspirateurs autonomes. Alors ça, c'est absolument extraordinaire, phénoménal. Vous les branchez, se mettent en route, ils vont acquérir les données tout seuls. Le nombre de capteurs à l'intérieur, c'est phénoménal. Ils ont des petites caméras, ils ont des capteurs laser, des senseurs un petit peu partout. Sont capables de réaliser une cartographie du lieu où ils sont. Vont avoir une mémoire des éléments mobiles, donc vont classifier les éléments fixes, les meubles, vont classifier les éléments mobiles, ils ne savent pas ce que c'est, mais il y a des trucs qui bougent en permanence dans ces pièces. Puis ils se rendent compte qu'il y a des trucs qui bougent, mais à des moments différents, c'est-à-dire que ça bouge en général le matin entre 6h et 8h, puis ces trucs-là disparaissent, ils reviennent le soir et continuent de bouger, c'est-à-dire qu'ils m'empêchent de faire mon travail. Donc j'ai un créneau entre 8h du matin et 17h, quand ces trucs qui bougent là reviennent, pour faire mon boulot. Mon boulot, c'est d'aspirer avec une fonction de coût. Ma fonction de coût, c'est de récupérer le maximum de poussière possible en utilisant le moins d'énergie possible, donc en ayant le trajet le plus optimal. Donc là, j'ai mon algorithme qui a commencé à calculer la balance entre mon expérience passée de trouver où sont les endroits où la poussière s'accumule dans la pièce et définir le trajet qui va me permettre de récupérer le plus de poussière possible en utilisant le moins d'énergie possible et pour revenir à ma docking station pour recharger lorsque c'est nécessaire. Acquisition des données tout seul, raisonnement tout seul, calcul des probabilités tout seul, exécution de la décision tout seul, système autonome. Donc voilà le cheminement du raisonnement et le cheminement des produits que l'on a mis en place pour nous aider jusqu'à au système autonome qui sont véritablement de l'IA. Alors vous voyez que l'analyse prédictive, c'est le cœur de l'IA. Vraiment, ça représente 90%. Pour passer de l'analyse prédictive à l'IA, il faut exécuter la décision, automatiser l'exécution de la décision et retirer complètement l'être humain. Si c'est l'être humain qui prend la décision à partir des résultats d'analyse prédictive, on a un système d'aide à la décision qui est à la porte de l'IA. C'est vraiment, on est juste à la porte. On a un système d'aide à la décision, mais c'est encore un humain qui prend la décision. Quand la décision est automatisée et exécutée de façon automatique,
là, ça devient de l'IA parce qu'on est complètement autonome dans l'exécution de la décision. Alors, il y a une différence entre l'IA et l'automatisme. Il y a des choses qui peuvent être automatisées. Les choses qui sont automatisées, c'est quand la décision n'est pas soumise à de l'incertitude. Il faut vraiment bien intégrer le fait que l'IA, c'est uniquement dans l'incertitude. Elle répond à l'incertitude du futur par les probabilités. S'il n'y a pas d'incertitude, c'est de l'automatisation. Je donne un exemple. Vous avez des pièces mécaniques qui sont rouges et jaunes. Le but, c'est de mettre les rouges dans la boîte rouge et les jaunes dans la boîte jaune. Il n'y a pas d'incertitude, ça s'appelle de l'automatisation. Là, je mets un robot qui me dit tu prends les rouges, tu mets dans la boîte rouge et les jaunes dans la boîte jaune. Ça, c'est de l'automatisation, ça ne pose aucun problème, il n'y a pas d'incertitude. Maintenant, même chose. J'ai ces objets, je dois mettre les rouges dans la boîte rouge, les jaunes dans la boîte jaune, mais le problème, c'est que je ne connais pas la couleur avant que ce soit dans la boîte. Ils sont tous blancs et ils ne prendront leur couleur qu'une fois qu'ils seront dans la boîte. Alors là, j'ai un objet, il est blanc. Quand je vais le mettre dans la boîte, je choisis de le mettre dans la boîte rouge, j'espère qu'il va devenir rouge. S'il devient jaune, j'ai raté. Alors, comment je fais pour prendre ma décision? Je le fais au hasard. De la 50-50. Pièce de monnaie. Meilleur outil de décision possible, hein, la pièce de monnaie. 50-50. Et là, bah, je vais avoir dans chaque boîte la moitié de rouge et la moitié de jaune. Loi des grands nombres. Et il se trouve que les objets ne sont pas tous pareils. Il y a des ronds, il y a des carrés, il y a des triangles. Et là, au fur et à mesure que je les mets dans les boîtes, je m'aperçois d'une chose. C'est que la majorité des ronds sont rouges, la majorité des triangles sont jaunes. Alors avant d'avoir la couleur, je me dis, tiens, le triangle, je vais le mettre dans la boîte jaune, je vais avoir plus de probabilité d'avoir raison. Et puis les rouges, je vais les mettre dans la boîte rouge, j'ai plus de probabilité d'avoir raison. Ça, c'est de l'IA. On est dans l'incertitude, on va regarder le passé, établir des corrélations et agir en fonction des probabilités. Là, c'est différent, c'est plus de l'automatisme, là, ça devient de l'IA. Et là, c'est la grande différence, toujours dans l'incertitude. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On va faire un petit peu de maths quand même, parce que je parle tout à l'heure de corrélation et comment est-ce qu'on va calculer ces probabilités-là. Il faut comprendre comment ces probabilités sont calculées effectivement. On a le contexte de le concept de corrélation. Concept de corrélation, corrélation. Il y a donc une relation entre deux éléments. Alors, ça va vous ramener quelques souvenirs de mathématiques, s'ils ne sont pas présents. J'ai deux variables, deux valeurs, y et x. Et il se trouve que si j'observe par le passé les valeurs de x et les valeurs de y, je peux les matérialiser sur un graphe, un nuage de points, qui va me représenter pour chaque observation dans le passé, quelle est pour la valeur de x, la valeur de y. Je connais x, ce que je veux trouver, c'est y. Donc, je veux chercher, en connaissant x, la probabilité de y. Mais là, je vois qu'il y a une tendance. Il y a une tendance nette. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre x et y, qui est une corrélation positive. Quand x augmente, y augmente. En gros, en général. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être le poids par la taille, ça peut être la consommation d'essence par la puissance. Mais il y a une relation qui fait que quand x augmente, y augmente. Donc, je me dis que s'il y a cette relation-là, si je connais x, j'ai une possibilité d'inférer y. Hein, si vous me dites que x est égal à 40, y il va être par là. Ici. Il ne va certainement pas être ici, il ne va pas être là, il va être dans cette zone-là. Mais zone, ça ne me va pas, il me faut quelque chose de plus précis. Il me faut une valeur. Alors cette valeur, je vais pouvoir la calculer en créant un modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est une simplification de la réalité. Le modèle, c'est la simplification de l'univers qui permet de pouvoir faire des simulations. Donc, modéliser ça, c'est simplifier. Comment est-ce que je vais simplifier cette relation-là? Je vais la simplifier par une droite. Ça, c'est la droite qui va résumer cette relation-là. Alors, comment est-ce que je sais que c'est la bonne droite?
elle a une formule. À droite, elle a une formule, y est égal à ax plus b, donc y, cette valeur-là, en fonction de x. B, c'est ce qu'on appelle l'intercept, quand x est égal à 0. Et a, c'est la pente, c'est l'angle ici, qui est la valeur d'augmentation de y quand x augmente de 1. Une fois que j'ai ça, A et B sont mes paramètres. Alors si je veux rentrer dans l'IA et faire de la vraie modélisation prédictive en intelligence artificielle, je vais simplement écrire que y est égal à bêta 0 plus bêta 1 de x. Bêta 0 et bêta 1 deviennent mes paramètres. C'est les paramètres de ma fonction. Et c'est ce que je vais chercher. Comment est-ce que je les trouve? Comment est-ce que je sais que cette droite-là, c'est la bonne? C'est la meilleure des résumés possibles de cette relation-là. Je vais calculer, et ça c'est hyper important, je vais calculer la distance entre chaque point et la droite. Je vais prendre toutes les droites possibles. Il y en a plein, hein, elle peut être ici, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, toutes les droites possibles. Je vais calculer la distance entre chaque point et la droite. Ces distances-là, je vais les élever au carré de façon à n'avoir que des nombres positifs. Je vais en faire la somme. Et la droite qui est la meilleure représentation de cette relation est la droite qui va avoir la somme des distances la plus petite. Elle porte un nom, cette droite, c'est la droite des moindres carrés. C'est donc la somme la plus petite des carrés de toutes les distances. Et une fois que j'ai ça, j'ai un modèle. Vous me donnez x, j'applique mon modèle et j'ai la probabilité d'y. La meilleure probabilité possible. Avec une marge d'erreur qui est en général ici l'écart que je vais avoir. Marge d'erreur connue et acceptée. Je sais que ce n'est pas exact, mais good enough pour prendre une décision. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important? Parce que ça, ce calcul de distance, on n'en sortira jamais. Ça, c'est le modèle le plus simple que vous pouvez trouver. Régression linéaire, c'est le modèle le plus simple. Dans les modèles les plus complexes, dans les réseaux de neurones les plus complexes, on ne fait rien d'autre que de calculer des distances. C'est tout. Et c'est ce qu'on va voir après. Entre calculer des distances entre des points ou calculer des distances entre des vecteurs, c'est pareil, on ne fait que calculer des distances. Donc c'est ça qu'il faut véritablement bien comprendre. Quand un ordinateur va vous sortir quelque chose, un raisonnement, une probabilité, il n'a fait que calculer des distances pour calculer une probabilité. C'est tout ce que ça fait. Est-ce que c'est relativement clair? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Donc c'est bon. Alors, on va prendre un petit peu de recul. Là, quand vous avez compris ça, vous avez compris 90% de ce qu'est l'IA. Hein. Là, on va rentrer dans le détail. Comment est-ce que ça fonctionne de façon un peu plus complexe. Mais le cœur, c'est ça. Je viens de comprendre ce que dit mon ordinateur de plongée quand il m'a détaillé. Voilà. Pareil. J'ai juste fait ça. C'est ça, juste ça. On va mourir ou pas? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, en gros. Ouais. Un petit peu d'histoire, parce que, comme je vous disais, c'est pas nouveau. Donc là, une petite ligne de temps, on va revenir un petit peu. Alors, on peut remonter très loin. Hein. Dans la Grèce antique, dans l'Antiquité, vous allez trouver un mythe d'un géant en airain qui protégeait l'île sur laquelle était la déesse Europe. Et c'était un robot. Un grand géant en airain et qui était animé. Et lorsque Jason et les Argonautes passent, à un moment, c'est une magicienne qui leur dit comment est-ce qu'il faut se débarrasser du géant. Et en fait, le géant, c'est très marrant, c'est un mythe antique, il est animé par un fluide à travers les reins qui a un bouchon, et le bouchon se trouve au bas de son dos. Donc il suffit d'ouvrir le bouchon et tout le fluide s'écoule et il ne peut plus bouger. Les mythes sont parfois intéressants à étudier. Mais si on revient un petit peu plus en arrière, on peut remonter donc sur les choses plus récentes. On remonte à peu près on peut remonter plus loin que ça, hein, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais de façon plus récente, on commence à
penser à un cerveau électronique à partir des années 40. La grande révolution, bien entendu, ça a été Turing avec le calculateur, donc l'automatisation des calculs avec Turing. Dans les années 50, on commence à parler de perceptrons, c'est le début des réseaux de neurones. On va parler de réseaux de neurones de façon plus précise, avec le premier réseau de neurones qui s'appelle Adaline. Alors là, c'est l'engouement pour les réseaux de neurones pendant les années 60, vraiment l'engouement. Et puis là, on a un problème. Exactement en 1969, on a un problème qui s'appelle le problème XOR. C'est ça le problème XOR. Si vous avez ici vrai, 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 faux, et que je veux le séparer par une ligne, je peux le faire, sans problème. Si ici j'ai un vrai, vrai, faux, faux, et que je veux le séparer par une ligne, je vous laisse réfléchir, mais il n'y arrive pas. Et l'impossibilité pour les réseaux de neurones de résoudre ce problème-là a créé ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. Pendant 20 ans, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de financement. Tout le monde s'est désintéressé de l'IA en disant bah, c'est bien beau votre truc, mais ça ne peut même pas résoudre un problème simple, qu'un humain ne peut pas résoudre de toute façon, mais donc ça ne nous intéresse pas. Et donc là, hiver de l'IA, pendant 20 ans, plus rien. Jusqu'à Victor Vapnik. Alors lui c'est quelque chose. Lui, il arrive à peu près à ce niveau-là. Déjà, bon, on commence ici avec le perceptron. Je vais vous parler de la backpropagation après. Lui, il arrive après la chute de l'URSS. Il est soviétique. Il fait son doctorat à Moscou, présente sa thèse, et les gens lisent sa thèse, lui donnent son doctorat, et puis disent bon, ben, c'est bien ce que vous faites, sa thèse passe dans un tiroir, et personne n'en parle. Bon, lui, il a bien conscience qu'il a fait un truc pas mal quand même, mais bon, personne n'y fait attention. Il est en URSS, il hausse les épaules, il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon, et puis il commence son boulot de professeur en université. 92, chute de l'URSS, commence à y avoir des échanges avec le monde occidental, il va aux États-Unis, il arrive dans une université américaine, il se présente, il présente son CV, puis il dit au fait ma thèse, voilà ce que j'ai fait. On regarde, lise sa thèse, hausse les épaules, je dis bon c'est bon, puis ça passe dans un tiroir, il me dit bon bah, de toute façon c'est pas mieux aux États-Unis qu'en URSS, personne ne comprend. Il hausse les épaules et il continue son boulot et il enseigne dans une université américaine. Et puis un jour, il dîne avec un Geoffrey Hinton. Ça vous dit quelque chose, Geoffrey Hinton, il vient d'avoir le prix Nobel justement pour ses réalisations sur les réseaux de neurones. Et avec d'autres. Il est avec Williams aussi, et ils sont en train de dîner aux États-Unis ensemble un soir. Et Vapnik, il n'est pas du tout pour les réseaux de neurones, il n'aime pas les réseaux de neurones, il n'aime pas comment ça fonctionne. Et donc il leur dit, vos trucs là, c'est bien, mais moi, mon système à moi, il est beaucoup plus efficace que le vôtre, et je vous parie le dîner que je suis plus efficace que vos réseaux de neurones pour identifier et lire l'écriture manuelle. Geoffrey Hinton lui dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, les réseaux de neurones sont beaucoup plus performants que n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas et n'avait jamais lu sa thèse Support Vector Machine, SVM. Et donc là, il essaye et il gagne. Il gagne son pari, SVM, plus efficace que les réseaux de neurones pour lire l'écriture manuelle. Et alors là, non seulement il gagne le dîner, mais il gagne surtout l'attention de tous ces gens-là qui tout à coup se mettent à lire sa thèse, vraiment, avec attention, et découvrent que, oh là, c'est pas bête ce qu'il a fait ce type-là. Et il fait un truc absolument génial, SVM, on en reparlera tout à l'heure, qui non seulement révolutionne l'ensemble, mais arrête l'hiver de l'IA. Parce qu'il résout le problème XOR. Comment est-ce qu'il résout le problème XOR? Il faut vraiment y penser. Allez, je vais vous expliquer ça. On va faire ça comme ça. Voilà. On a nos faux, faux, vrai, vrai, comme ça. Là, si je veux séparer par une droite, je ne peux pas. Ce que je veux, c'est de la séparation linéaire. Le problème, c'est que je suis sur un plan.
Et son raisonnement, ça veut dire le plan, on va le tordre. Donc si mathématiquement j'arrive à tordre mon plan, je vais lever ces deux-là, et là je peux séparer par un plan, et un plan c'est linéaire. Et si je les sépare par un plan, une fois que je remets mon univers à plat, et bien à ce moment-là j'ai une courbe qui va séparer les deux, mais la courbe elle va être faite quand mon univers revient à plat, c'est-à-dire quand j'ai créé ma séparation, elle est linéaire, donc beaucoup plus simple. Voilà. Tout bête, il fallait y penser. Et c'est ce qu'on appelle les kernels, c'est-à-dire dans SVM, il a ce qu'on appelle les kernels, qui sont les fonctions mathématiques qui vont déformer le plan, qui vont déformer l'univers, pour pouvoir avoir la meilleure séparation linéaire possible. Alors, la démonstration de SVM, la démonstration mathématique, elle prend à peu près 1h30, c'est d'une beauté absolument extraordinaire. Il a dû prendre, je ne sais pas combien de temps, d'années pour la trouver, mais bon, quand on la connaît, ça se démontre en 1h30. Mais alors pourquoi est-ce que c'est beau? C'est la simplicité de la fin. C'est-à-dire qu'il y a un pic, on commence à monter dans la complexité, et puis tout à coup, quand on commence à simplifier l'équation, à la fin, il n'y a plus rien. Ça devient d'une hyper simplicité. Et on va voir enfin, pas le détail, mais un petit peu comment ça fonctionne après. Donc après, à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est vraiment le début du début jusqu'à ce qu'on arrive maintenant, c'est qu'il n'y a plus rien qui arrête. Les réseaux de neurones se font de plus en plus importants. Il y a 10 ans, on arrive à Big Data. Donc Big Data, ça c'est essentiellement l'évolution matérielle, mécanique. Big Data, c'est les 3 V du Big Data, hein. C'est Volume, Velocity, Variety. Donc c'est plus de données, plus vite, et d'une plus grande variété. C'est-à-dire que les données qui avant étaient uniquement un chiffre ou une lettre, donc de l'alphanumérique, deviennent un chiffre, une lettre, un son, une image, un fichier. Tout ça, ça devient des données. Et ça devient beaucoup plus volumineux, et ça va beaucoup plus vite. Et donc ça a permis l'évolution en particulier des réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones commencent à s'amplifier, commencent à devenir de plus en plus complexes. Donc là, on peut introduire un concept qui est celui du deep learning. Vous allez entendre ça assez souvent, hein, le deep learning. Qu'est-ce que c'est que le deep learning? C'est l'utilisation d'un réseau de neurones à plusieurs couches, et à plus de 7 couches. On va voir comment fonctionnent les réseaux de neurones, mais ils fonctionnent par des couches. Il y a ce qu'on appelle des couches cachées. On estime qu'à partir de plus de 7 couches cachées, le réseau de neurones devient extrêmement instable. Donc ça devient complexe. Donc plus de 7 couches cachées, ça devient profond, ce qu'on appelle un réseau profond. Aujourd'hui, on en est à plusieurs centaines de couches. Donc on a beaucoup amélioré la capacité de contrôler l'instabilité possible des réseaux de neurones. Mais avant, c'était 7 couches, ça devient instable. Donc, réseau profond, plus de 7 couches. Deep learning, c'est simplement l'utilisation d'un réseau de neurones à plus de 7 couches. C'est tout. Donc ça, c'est l'évolution qui s'est faite dans les années 2010 avec une date importante, à 2013. Pourquoi une date importante? Il y avait un challenge qui s'était fait sur la reconnaissance d'images. Et le but, c'était de faire une compétition des réseaux de neurones sur la reconnaissance d'images, mais de façon fixe. Donc il y avait une organisation mondiale qui avait mis une base de données, toujours la même, des images, en plusieurs dizaines de milliers d'images en apprentissage, et quelques centaines d'images en reconnaissance. Mais c'était toujours les mêmes. Comme ça, on voyait au fur et à mesure des réseaux de neurones leur capacité à apprendre. Et on calculait les erreurs qui étaient faites. Donc au début, dans les fins des années 90, début des années 2010, on voit des erreurs assez importantes. Au début, on est à 30% d'erreurs, et puis on tombe, après au fur des années, 25%, 20%, etc. Et alors tout à coup, ça tombe, quand les réseaux de neurones commencent à devenir très importants, on augmente les couches, on voit qu'on arrive à tomber 10, puis on tombe en dessous de 10. Au fur et à mesure des années, ça arrive ensuite à 7, 5, et en 2013, on arrive à 3,5% d'erreurs. Et pourquoi c'est important? C'est parce que quand vous prenez exactement les mêmes images et vous les soumettez à un panel d'êtres humains,
ils font en moyenne 5% d'erreurs. Et en 2013, c'est la première fois qu'un réseau de neurones a fait moins d'erreurs qu'un être humain. Donc c'est la première fois qu'un réseau de neurones est devenu meilleur qu'un être humain à analyser des images. Alors, je veux dire, oui, les images, on les connaît. Ben oui, mais enfin, quand vous voyez le panel d'images à reconnaître, je vous jure que c'est pas évident. Vous avez vraiment des chiens qui reconnaissent, qui ressemblent à des chats, et vraiment des chats qui ressemblent à des chiens. Il a fallu les trouver, ces images-là, et il n'y a qu'un réseau de neurones qui est capable de le faire. Un être humain n'est pas capable de le faire. Comment est-ce qu'un réseau de neurones reconnaît un chat d'un chien? Il faut qu'il y ait le nez dessus. Vous avez le nez sur l'image, le nez du chien est différent du nez du chat. Il y a plein de choses qui peuvent être identiques, le nez est toujours différent. Donc, si vous avez le nez sur l'image, il a 100% de probabilité d'avoir raison. Nous, ce n'est pas évident. Donc ça, sont des dates importantes. Et à partir de ce moment-là, il y a des évolutions. Donc Big Data, il y a 10 ans. Machine Learning, il y a 7 ans à peu près. On va revenir sur le Machine Learning. Et bien entendu, l'IA générative, il y a 2 ans et demi. Donc on est sur une évolution exponentielle de la technologie et de l'évolution de ces techniques. Quels sont les modèles qu'on va utiliser aujourd'hui? Donc ça, c'est important à comprendre sur ce qui est à notre disposition. Vous avez 2 grandes familles de modèles donc, qui sont supervisés et non supervisés. Supervisé, c'est-à-dire qu'on a une connaissance de la vérité dans le passé et donc on peut apprendre à l'algorithme, au modèle, ce qui est la vérité. On peut lui apprendre. On lui dit voilà, ça c'est ça et il va reproduire ce qu'on a fait dans le passé. Non supervisé, il n'y a pas de vérité connue. Je vais vous donner un exemple après, mais c'est essentiellement sur de la réalisation de segments, sur de la segmentation. Dans les modèles supervisés, 2 choses importantes, régression et classification. La régression est un algorithme, donc une fonction mathématique, qui va vous donner la probabilité d'une dimension, de quelque chose de calculé. Ça peut être un prix, ça peut être un volume, ça peut être une distance, mais c'est une dimension. La classification va vous donner la probabilité d'appartenir à une classe, d'appartenir à une étiquette. La majorité, plus de 90% des modèles aujourd'hui sont des modèles de classification. C'est ce que font les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont tous des classificateurs. C'est ce qui va vous dire, par exemple, en reconnaissance d'image. Donc, c'est supervisé. Je sais ce que c'est qu'un chat, je sais ce que c'est qu'un chien. Donc, je peux dire à l'algorithme, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Ensuite, je lui donne une image qu'il n'a jamais vue avant, et il va me dire la probabilité pour cette image d'être un chat ou d'être un chien. Classification. Aujourd'hui, on va utiliser les classificateurs pour faire de la régression. C'est-à-dire, si je veux déterminer quelque chose qui est une quantité, par exemple, je veux déterminer un prix, alors c'est une dimension continue. Ben, cette dimension continue, je vais la segmenter en tout petits morceaux. Chaque petit morceau va être une classe, et je vais utiliser un classificateur pour me dire dans quelle classe elle appartient, et donc de lui donner une estimation de grandeur, qui est un raisonnement différent de la régression, mais qui va donner le même résultat, qui va me donner un nombre au lieu d'une classe. C'est simplement un twist. Quels sont les grands types de modèles? Vous avez les supervisés, donc et les non supervisés. On a vu tout à l'heure la régression linéaire, le modèle le plus simple. Ici, on a l'évolution de la régression linéaire, qui est la régression logistique. Logistique parce qu'elle utilise le logarithme du linéaire. Ça, c'est uniquement quand on a 2 possibilités, 0 et 1. Si vous avez uniquement 2 possibilités, 0 et 1, et que vous faites une régression linéaire, à un moment, vous allez avoir moins que 0 et plus de 1, et ce n'est pas possible. Si ça, c'est faux et ça, c'est vrai, vous pouvez voir plus vrai que vrai et plus faux que faux. Donc, à un moment, il faut contraindre la droite à être asymptotique au 0 et au 1. Donc, on utilise le logarithme, ça s'appelle une régression logistique. Très utilisé encore, très simple, facile à faire. L'arbre de décision, intéressant aussi, ça c'est simplement en fonction de la séparation des différentes valeurs, on va raisonner sur la probabilité ici d'appartenance à des classes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'expliquer, c'est-à-dire que la raison pour laquelle une observation va être ici, c'est parce qu'elle a répondu à
cette condition, cette condition, cette condition, cette condition. Donc on peut arriver à reprendre le raisonnement et on peut arriver à expliquer. C'est intéressant. Ici on explique, ici on explique. SVM, j'en avais parlé tout à l'heure, notre copain Vabnik. La séparation entre deux populations, la meilleure séparation possible, c'est la droite qui va créer l'espace le plus important entre les deux. C'est ça le secret de Vabnik. C'est tout con, hein. Mais voilà. Parce qu'il y a plein de possibilités de séparer les deux. Ben, la meilleure séparation, c'est celle qui crée ici l'espace le plus important. Comment est-ce que je détermine ici l'espace le plus important? Ben, uniquement par le calcul des observations qui sont à la limite et qu'on appelle les vecteurs de support, support vector machine. Et c'est la raison pour laquelle c'est absolument magnifique, c'est que quand on a compris ça, et ben tout ça c'est inutile, tout ça c'est inutile. On simplifie l'ensemble, on ne fait que calculer à partir de ces 3 points, c'est tout. On n'a plus besoin du reste. Et on a la meilleure séparation possible. Voilà, il a fallu du temps pour trouver ça, mais ça fonctionne superbement bien. On va reparler de ça sur la segmentation, je vais vous montrer un exemple. Les réseaux de neurones, on va en parler plus précisément. La couche d'entrée, la couche de sortie, les couches cachées et les relations entre les couches. On va voir ça en détail. Je vais même vous montrer du code, voir comment est-ce que ça fonctionne. Les non supervisés, c'est difficile à expliquer, donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le principe, c'est de segmenter. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, non supervisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité. L'exemple classique, c'est la segmentation client. Je suis une grande entreprise, j'ai des milliers de clients. Mon département marketing me dit, moi, je ne peux pas communiquer de la même façon avec tout le monde. Je veux personnaliser ma communication en fonction des caractéristiques et des profils de clients. Je veux donc segmenter mes clients de façon à optimiser et adapter ma communication en fonction des différentes catégories de clients. Bon, je vais les segmenter comment? Je mets tout dans la machine et je vais commencer. La machine, ce qu'elle va faire, je lui dis voilà tous mes clients. Je veux les séparer en 4 segments. Elle va me mettre 4 centroïdes au hasard. Alors, au hasard, ça dépend. Il y a plein de possibilités. On peut déterminer là où on commence, mais là, c'est au hasard. Je vais mettre, voilà, vous avez 4 centroïdes ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les centroïdes? Le but, fonction de coût, toujours pareil. Quelle est la fonction de coût? La fonction de coût, je veux que mes segments aient les distances les plus petites possibles à l'intérieur du segment et les distances les plus grandes possibles entre les segments. C'est ce qui va être la meilleure séparation possible. Je vais avoir des groupes qui sont séparés et qui sont homogènes. Donc la plus petite distance possible à l'intérieur, la plus grande distance possible de séparation. Et donc je vais commencer à partir de là, calculer les distances avec tout, et au fur et à mesure, bouger mes centroïdes de façon à optimiser ma fonction de coût. Et voilà ce que ça donne. Je calcule les distances avec l'ensemble des observations. Une fois que j'ai toutes les distances, je bouge les centroïdes. Je recommence. J'optimise encore une fois. Je recommence les calculs. J'optimise. Et quand j'estime que l'optimisation est finie, j'affine et c'est terminé. Et donc là, j'ai 4 segments, comme j'avais demandé, qui sont des segments optimum en fonction des distances. Et là, je n'ai pas de vérité. Donc, comment est-ce que je veux savoir que c'est la bonne segmentation? Là, j'ai besoin de l'humain. C'est-à-dire que moi, analyste, je prends ce résultat-là, je vais avec le département marketing, je leur dis, voilà le résultat de mon analyse, est-ce que ça a du sens pour vous? Si le marketing me dit, ah bah oui, évidemment, oui, je les reconnais, ceux-là, ils sont complètement différents de ceux-là en fonction de telles caractéristiques, etc., là, j'ai gagné. Si le département marketing me dit, bah non, je ne vois pas, là, ça n'a aucun sens. Je reprends mon analyse, je retourne à ma table de travail, je modifie les paramètres jusqu'à ce qu'à un moment, un jour, ça ait du sens pour le marketing. Là, c'est du trial and error, parce qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est à la fin, quand c'est fini, les utilisateurs qui vont dire oui, ça nous convient. Mais on ne peut pas le savoir avant. Mais c'est optimal en termes de distance. Je vous avais dit qu'on allait revenir au réseau de neurones. Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pratiquement que utiliser des réseaux de neurones dans 95% du temps.
Alors, comment est-ce que ça fonctionne un réseau de neurones? Alors, on l'appelle réseau de neurones parce qu'on a voulu répliquer la façon dont on pense que le cerveau humain fonctionne. Je dis bien on pense, parce qu'on est loin de savoir véritablement comment ça fonctionne. Le cerveau humain, il fonctionne ici avec des cellules nerveuses qui vont recevoir un message sous forme d'influx nerveux, donc d'électricité. Ils reçoivent ce message à l'intérieur de la cellule, ce message électrique va être transformé par une réaction chimique qui va transformer en un autre influx nerveux, donc électrique, qui va passer à travers l'axone, qui va aller ici sur les dendrites de la cellule suivante. Ou pas. Ça passe ou ça passe pas. 0 ou 1. Si ça passe, ce message transformé va arriver à l'autre cellule, va être transformé chimiquement encore une fois, va repasser à l'autre et ainsi de suite. Et on va voir donc un message électrique qui passe d'une cellule à l'autre en étant transformé chimiquement. Alors on s'est dit qu'on pouvait faire la même chose avec simplement des lignes de code, c'est-à-dire qu'on a des données essentiellement des nombres, puisqu'on ne fait que calculer des nombres. Donc on va avoir une valeur numérique qui va arriver sur une ligne de code qui va transformer avec ce qu'on appelle une fonction d'activation. Donc c'est une fonction mathématique qui va transformer le nombre qui arrive. Ça peut être tout simple, hein, multiplié par 2 plus 1, c'est une fonction. Le résultat chiffré va être envoyé à la prochaine ligne de code qui va le transformer avec la même fonction et ainsi de suite. Et donc il y a cette transformation qui se fait avec une barrière ici qui est ça passe ou ça passe pas. C'est-à-dire que cette fonction va avoir, donc c'est une fonction d'activation, si elle est au-dessus d'un seuil, ça passe, en dessous du seuil, ça passe pas. Et donc ça va passer de couche en couche. Si on revient, voilà notre réseau de neurones, ça c'est une représentation imagée. C'est pas comme ça véritablement que c'est simplement des lignes de code, mais on va les voir, je vais vous montrer ce que c'est. Vous avez donc ici à l'entrée une valeur numérique qui va rentrer, qui va être transformée ici, qui va passer ou pas sur l'ensemble des autres. Ça sont toutes ce qu'on appelle des couches cachées. Et à la fin, tout ça va arriver sur un résultat. Ce résultat-là, il est toujours entre 0 et 1 parce que c'est une probabilité. Donc il va me donner un pourcentage qui va représenter le résultat de tous les calculs et donc le pourcentage de la probabilité de ce que je veux trouver. Qui peut être la probabilité d'appartenir à une classe, qui peut être un chat, un chien, voilà. C'est ça la probabilité qu'il va me donner à la fin. Si j'ai 4 probabilités, un chat, un chien, une voiture, un arbre, je vais avoir 4 nodes à la sortie. Chacun va me donner la probabilité d'appartenance à une des 4 catégories et va donc me donner la réponse finale. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Là, on va faire un tout petit peu de code. Alors, exemple de réseau de neurones. Ça, c'est du Python. Pour ceux qui ne connaissent pas le code, le Python, c'est le langage le plus utilisé en ce moment parce qu'il est simple, relativement facile à comprendre, extrêmement versatile et qu'on a créé une quantité de ce qu'on appelle de librairies qui sont des regroupements de code qui permettent de simplifier. C'est-à-dire que quand j'appelle une librairie, j'ai des milliers de lignes de code derrière que je n'ai pas à coder parce que ça a déjà été fait, c'est donc des fonctions qui ont déjà été programmées. Aujourd'hui, entraîner un réseau de neurones, c'est 3 lignes de code. Je détermine x, y, et puis je dis fit x par y, et c'est fait. Tout a été fait derrière, j'ai des centaines de milliers de lignes de code derrière qui travaillent pour moi, qui ont été faites par d'autres personnes, ces 3 lignes de code. Donc ici, j'ai voilà ma fonction d'activation. C'est une fonction sigmoïde, le S qu'on avait vu la dernière fois. Donc j'établis ma fonction d'activation. Bon, je la dérive, ça c'est autre chose. Et ensuite, ici, j'ai mes nodes. J'ai le node d'entrée, les couches cachées et le node de sortie. C'est tout, hein, avec simplement voilà, ma fonction d'activation qui va être rentrée dans le node. Ici, j'ai les seuils de passage. Ça, on s'en fout, c'est pour l'imagerie, simplement montrer ce que c'est.
les différentes classes et ce que je veux faire. Alors, les différentes classes avec l'initiation, l'aller et l'entraînement, le retour. Pourquoi? Parce qu'un réseau de neurones va fonctionner, va apprendre avec un système qu'on appelle en anglais backpropagation. Je ne sais pas comment on dit en français, mais propagation arrière. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Un réseau de neurones, au début, il va avoir, donc vous avez les paramètres de la fonction d'activation. Au début, les paramètres, on ne les connaît pas. Donc, ils vont être mis en place de façon aléatoire. La première fois que je vais donner à manger quelque chose à mon réseau de neurones, le réseau de neurones, il est vierge, il ne connaît rien du tout. Donc, il va lancer au hasard des paramètres, complètement au hasard, random. Et puis là, je vais lui donner, par exemple, une image. Je veux lui apprendre à différencier un chat d'un chien. Donc, je lui montre une image de chat. Il va passer à travers ton réseau et à la fin, il va me dire, il va me donner deux probabilités. Il va me dire, ça, c'est un chien. Alors là, moi, je vais lui dire non. Parce que moi, je sais, c'est supervisé. Moi, j'ai la vérité. Donc, moi, humain, je lui dis non, ça, c'est un chien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le réseau de neurones? Backpropagation. Il revient en arrière. Il remonte tout son réseau de neurones et il va changer les paramètres qui, la première fois, ont été mis de façon aléatoire. Il va changer les paramètres de façon à ce que le résultat soit un chien. Je lui donne la deuxième image, qui est aussi un chat. Elle passe à travers, et là, il me dit, ça, c'est un chien. Je lui dis, non, tu t'es encore trompé. Ça, je suis désolé, mais c'est un chat. Donc, il va, à ce moment-là, remonter encore une fois. Et il va changer les paramètres de façon à ce que la deuxième image soit un chat, tout en gardant la première image un chat. Et ainsi de suite. À chaque fois que je lui donne une image, je lui dis ce que c'est. Si il a bon, je lui dis c'est bien, et il conserve ses paramètres. Si c'est pas bien, à ce moment-là, il remonte, il change ses paramètres de façon à ce que le résultat soit bon. Et donc, il change ses paramètres en permanence. C'est pour ça que les réseaux de neurones sont très instables avec énormément de couches, parce que ça va et vient en permanence, ça crée des résonances qui, à un moment, peuvent arriver à deux choses, la mort du réseau ou l'explosion du réseau. La mort du réseau, c'est quand, à un moment, tous les paramètres arrivent à zéro, et là, il n'y a plus rien qui passe. Il meurt. On peut mettre tout ce qu'on veut, il n'y a plus rien qui passe, il est bloqué, il bug. Ou l'explosion, c'est quand, à un moment, il arrive sur une incrémentation infinie et il rentre en loop positif et en résonance, et il n'arrête pas d'augmenter, jusqu'à ce que ce soit à ce moment-là, physiquement, la machine qui ne peut plus, qui sature et qui bug. Donc, soit ça meurt, soit ça explose. Donc, les réseaux de neurones très complexes à plusieurs centaines de couches, alors là, c'est d'une complexité qui dépasse l'entendement, parce qu'il y a des branches qui permettent justement de dériver, d'éviter que ça explose ou que ça meure. C'est presque comme des soupapes de sécurité qui, à un moment, dérivent. Là, ça commence à devenir très, très complexe. Mais le raisonnement, c'est ça. Donc, en fait, là, ça part, donc, ça descend le réseau, et ensuite, ça remonte et ça entraîne. Alors, là, après, c'est simplement de la visualisation. Donc ici, je vais lancer ce code-là pour simplement donner le contexte et les fonctions dont il va avoir à utiliser. Mon réseau de neurones ici, il a deux entrées et une sortie. Ce que je veux faire, c'est je lui dis, je vais lui donner deux nombres, 0 ou 1. Si c'est 0 et 0, la réponse est 0. Si c'est 1 et 1, la réponse est 0. Donc, si les deux nombres sont identiques, je veux répondre 0. Si les deux nombres sont inverses, 0 à 1 ou 1 et 0, je veux répondre 1. Et donc, à chaque fois, je vais lui apprendre. Je lui dis, voilà, je te donne 0, 0. Si tu me réponds 0, tu as raison. Si tu me réponds 1, tu changes tes paramètres pour changer la réponse en 0. Si je le lance sur des données d'entrée un petit peu au hasard, voilà ce qu'il va me donner. Vous voyez ici les erreurs après 10 000 entrées-sorties. Tout à fait au début, à 0, il fait 50% d'erreurs. Pourquoi? Parce que c'est au hasard. Il a mis les premiers paramètres complètement au hasard. Après, au bout de 1000 entrées-sorties, il tombe à 49, 44, 38, 29, il descend, et il passe en dessous de 10. Il est, après 10 000 apprentissages entrées-sorties, il est tombé à 8% d'erreurs. Simplement en changeant les paramètres, comme ça à chaque fois.
Alors, le réseau de neurones, voilà sa structure. Donc, il va y avoir 2 entrées, 0 ou 1. Une couche cachée à 4 nodes. Et puis, la sortie ici. Donc, il me donne la probabilité. Et ce qui me donne cette probabilité-là. Donc, si on regarde comment est-ce qu'il fonctionne, voilà comment est-ce qu'il a son apprentissage. Il va commencer ici, par exemple, sur des paramètres qui sont ici positifs sur les premiers et négatifs, et on voit comment est-ce que ça évolue au fur et à mesure de l'apprentissage. Ici, un paramètre positif va devenir négatif et très négatif jusqu'à se stabiliser. Des paramètres positifs qui vont devenir un petit peu moins, mais celui-là qui va rester jusqu'à ce que ça se stabilise. Donc on voit l'évolution des paramètres jusqu'à la stabilisation du neurone, du réseau de neurones, pour arriver à trouver ici les prédictions finales. Si je lui donne 0, 0, il va me dire que ça va être proche de 0. Si c'est 0 et 1, il va me dire que c'est très proche de 1. Donc c'est les probabilités que ce soit 1, probabilité que ce soit 0. Ça, c'est les probabilités finales, après l'apprentissage. Alors, réseau de neurones très simple, tout petit, simplement un exemple, et qui vous montre également la grande différence entre ce réseau de neurones qu'on pense très puissant et l'être humain. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, tout ça pour simplement raisonner entre 0, 0 et 1, mais enfin, nous, on fait ça quand même assez facilement. On n'a pas besoin de lui. Ben, effectivement, on n'a pas besoin de lui. Alors, ça peut faire mieux, bien entendu, mais ça montre les limites. Dans l'apprentissage, vous prenez un très jeune enfant, vous lui dites « ça c'est un chat » une fois dans sa vie. Pour le reste de sa vie, c'est ce que c'est qu'un chat. Sous toutes les coutures, sous toutes les positions possibles, il va reconnaître un chat. Pour le reste de sa vie, il faut simplement lui en montrer une fois. Pour apprendre à un réseau de neurones ce que c'est qu'un chat et faire la différence avec le reste, il lui faut des centaines de milliers d'images, sous toutes les coutures possibles et imaginables, pour qu'il arrive à le faire. Grande différence qui va mettre les choses en perspective quand les gens nous disent oui, mais la machine va devenir aussi intelligente, machin, etc., etc. Vous avez vu qu'il y a une fonction d'activation dans le réseau de neurones et que cette fonction d'activation, c'est toujours la même sur tous les nodes, on change simplement les paramètres. Dans les cellules nerveuses, la fonction d'activation, elle est chimique. Elle change plusieurs centaines de fois par seconde. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est simplement une réaction chimique qui change plusieurs centaines de fois par seconde. Donc avant qu'on y arrive et qu'on arrive à répliquer ça, on a du boulot. C'est pas demain que les réseaux de neurones vont remplacer le cerveau. Déjà, nous, on n'arrive pas à comprendre. On va repasser à la présentation avec maintenant la réponse à la question que tout le monde se pose, en particulier sur l'IA générative, en disant « Oui, mais alors là, vous nous avez dit que c'est un ordinateur, ça fait que calculer des nombres et ça fait que calculer des distances. Alors, comment est-ce que ça fait pour lire une image et comment est-ce que ça fait pour comprendre ce qu'on lit, parler, générer du texte? Parce que ça, ce ne sont pas des nombres. » Ben si, c'est-à-dire qu'il faut transformer tout ça en nombres. Alors, on va voir déjà comment est-ce qu'on va transformer une image en nombre. Pour ça, on va vectoriser. Je vous ai parlé tout à l'heure de vecteurs, c'est-à-dire que tout va être transformé en vecteur et en matrice vectorielle, c'est-à-dire un vecteur qui va avoir plusieurs dimensions. Une image, quand elle est digitalisée, elle est faite de pixels. Un pixel, il a 5 dimensions. Il a sa position, x et y, dans l'image, et il a sa couleur, RGB, qui sont 3 nombres, entre 0 et 255. 5 dimensions, x, y, RGB. Pour chaque pixel, ça me fait un vecteur en 5 dimensions. Pour chaque image, j'ai une matrice vectorielle, de tous les vecteurs possibles, avec 5 dimensions. Voilà, c'est tout. Donc là, je lui donne à manger une matrice vectorielle, et à chaque fois qu'il voit une image, il ne voit qu'une matrice vectorielle, et il va simplement chercher les corrélations et les profils d'agglomération de vecteurs qui correspondent à ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, je lui dis, voilà, ça c'est l'image d'un chat. Il va regarder, donc voilà, sur 100 000 images de chat, quels sont les groupes de vecteurs que je vais retrouver à chaque fois dans chaque image de chat et que je ne vais pas retrouver dans les autres.
Et si je lui donne ensuite une image et qu'il retrouve ces groupes de vecteurs-là, il va me dire, ça c'est probablement un chat, je ne sais pas ce que c'est qu'un chat, je ne sais pas ce que c'est qu'une image, mais moi j'ai trouvé ces groupes de vecteurs-là dans tout ce que tu m'avais donné avant, je les retrouve ici, donc c'est plus probable que ce soit ce que tu m'as donné avant. Et simplement en calculant les distances, et les distances entre les vecteurs. C'est-à-dire que j'ai ici le vecteur chat, j'ai le vecteur chien, je lui donne une image qu'il ne connaît pas, il calcule les vecteurs, il se trouve que le vecteur qu'il ne connaît pas, il est là, il est plus proche dans distance de vecteur de référence chien, donc c'est plus probablement un chien. Si le vecteur arrive ici, bah c'est plus probablement un chat parce que la distance est plus courte entre le chat plutôt que le chien. Continue de calculer des distances, hein, c'est tout ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il calcule ses probabilités d'appartenir à une classe ou à une autre. Alors c'est facile pour les images. C'est facile à comprendre, on a des pixels, on a 5 dimensions. Alors maintenant, on a des mots. Alors là, c'est plus difficile. Comment est-ce que je vais faire pour quantifier, remplacer les mots par des nombres? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, et que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ce n'est pas nouveau. J'ai posé le problème il y a longtemps. Et il y a à peu près 15 ans qu'une quantité de petites mains à travers le monde, dans les laboratoires de recherche, les universités, etc., ont travaillé sans relâche à remplacer chaque mot, chaque vocabulaire, de chaque langue, par des matrices vectorielles. On a remplacé chaque mot par une matrice de vecteurs à plusieurs dimensions. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire, ça? Ça nous permet de faire du calcul vectoriel avec des mots. On va revenir sur notre code et je vais vous donner un exemple. Voilà comment est-ce que on va pouvoir faire une opération avec des mots. Et l'opération qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mot roi, alors c'est en anglais, on va prendre le mot roi, et si on fait roi moins homme plus femme, on a reine. Donc on va faire des opérations avec des mots, c'est simplement des vecteurs. Donc là, si je tourne mon code, je vais simplement vous montrer physiquement ce que c'est. J'ai ici mon vecteur roi. Ça, j'ai mon vecteur homme ici et mon vecteur femme là. Si je fais roi moins homme plus femme, j'ai ici le vecteur reine. Alors, il ne sait pas ce que c'est qu'un mot, il ne sait pas ce que c'est qu'une lettre. Il a uniquement des vecteurs à plusieurs dimensions. Et lui, il calcule simplement en ajoutant et en retranchant des vecteurs. Il me dit, voilà, à la fin, j'ai ce vecteur-là, mais simplement, ça correspond au mot reine. Et donc, à la fin, alors, je vais vous montrer comment ça marche, si vous ne me croyez pas. J'ai downloadé déjà ici ce modèle-là. Ça prend un petit peu de temps, ça prend quelques minutes. Et on va faire ici une opération. On va faire Rome moins Italie plus France. D'après vous, qu'est-ce qu'on a? Non, oui, oui. Bah oui, en fait, oui. Non, non, en fait, si vous voulez, hein. En fait, oui. Voilà. En fait, oui, il est déjà dans la machine, mais effectivement, les vecteurs sont déjà là, donc il calcule simplement, et bah, tiens, ça prend un petit peu de temps à tourner, mais effectivement, on a Paris. Si on fait Rome moins Italie plus France, effectivement, on a Paris. Ça va sortir à un moment. Et je vais vous montrer quand ce sera fini. Bon, ça ne prend pas autant de temps, parce que j'ai déjà chargé le... Voilà, voilà. On a Paris avec la distance entre les vecteurs. Si vous voulez voir à quoi ressemble la matrice vectorielle de Paris, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, c'est une matrice vectorielle à 300 dimensions. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est un logiciel de gestion du langage naturel qui date d'un peu plus de 10 ans. ChatGPT, aujourd'hui, utilise des matrices vectorielles pour chaque mot qui ont, on estime, à peu près 20 millions de dimensions. Les dimensions là qu'on parle, c'est en fait une définition du mot ouais. en elle-même. Bonne question. Alors, comment est-ce qu'on fait pour justement quantifier? Première chose, vous voulez quantifier un mot, quelle est la première chose qui tombe sous le sens? Le nombre de lettres. On va calculer le nombre de lettres, le nombre de syllabes. La taxonomie du mot, qu'est-ce que c'est? C'est un nom propre, c'est un nom commun, c'est un verbe, c'est un adjectif, c'est un complément, qu'est-ce que c'est?
en fonction de ce que c'est, où est-ce qu'il va être dans la phrase. Il va être plutôt vers la fin, plutôt au début, plutôt au milieu. S'il est ensuite, si c'est un verbe, est-ce qu'il va être avant le complément, après le complément, en fonction des taxonomies, quelle va être sa position, en fonction des voisins. Ensuite, j'ai la capacité de calcul, on va aller beaucoup plus loin. Quelle est la probabilité pour ce mot d'être avant ou après chaque autre mot du vocabulaire? Ça commence à faire beaucoup, toutes les combinaisons possibles. Quelle est la probabilité pour ce mot d'être 2 mots après, 2 mots avant, tous les autres mots du vocabulaire en comptant le deuxième? C'est pour ça qu'on est à 20 millions de dimensions et qu'à chaque fois qu'on rajoute, on augmente de façon exponentielle toutes les combinaisons possibles. Ces vecteurs sont calculés automatiquement. Alors, ces vecteurs, au début, étaient faits manuellement, maintenant sont calculés automatiquement par ce qu'on appelle le corpus d'apprentissage. Donc, par exemple, on lui donne à manger OpenAI, quand ils ont donné à manger à leur GPT, ça a été l'intégralité de Wikipédia, l'intégralité de toutes les grandes bibliothèques au monde qui ont été digitalisées. Et donc, après, ça calcule automatiquement toutes ces probabilités-là. Et ça crée automatiquement ces matrices vectorielles en fonction de tes probabilités. Donc, chaque nombre représente une probabilité d'être quelque part dans la phrase, à côté d'un mot, à côté d'un autre, d'être à un niveau de la taxonomie, mais vont définir un profil le plus précis possible de ce mot et de son utilisation dans le corpus d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça fait quand ça parle l'IA générative? C'est pour ça, d'où l'importance du prompt. Quand on rentre une question, chaque mot est transformé en vecteur. Les vecteurs sont agrégés et on a le vecteur résultant du prompt. Ce vecteur résultant, il va pointer quelque part dans l'espace du corpus d'apprentissage. Et déjà, il va me dire de quoi on parle. Ma réponse, elle va être dans cette zone-là. Elle doit être dans cette zone-là. Ensuite, vous allez voir que l'IA va rephraser votre prompt au début de façon à initialiser une phrase. C'est la cristallisation de la réponse. On commence une phrase qui, en fait, reprend les éléments du prompt. Et une fois que cette phrase-là a été initialisée, là, il commence à calculer. Et en fait, à chaque fois qu'il construit sa phrase, il calcule la probabilité du mot suivant. Ma phrase se termine par un mot. Quelle est la probabilité en fonction de tout mon corpus d'apprentissage et en fonction des mots que j'ai avant, quel est le mot qui a le plus de probabilité de venir après? Je le mets, ça c'est mon dernier mot, et je recalcule quelle est la probabilité du mot qui va venir après. Je le mets et je continue. Et je construis ma phrase en simplement ajoutant derrière le mot qui a, en fonction de mon corpus d'apprentissage, le plus de probabilité d'être derrière. Je ne sais pas ce que c'est qu'un mot, je ne sais pas ce que c'est qu'une lettre, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne fais que calculer les distances entre des vecteurs et des probabilités que ce vecteur va arriver juste après celui qu'il y avait avant dans mon corpus d'apprentissage. Ça veut dire qu'à chaque fois, je repasse dans mon réseau neural. Tout le temps. Donc j'expose des calculs. C'est pour ça qu'il y a des serveurs absolument monstrueux derrière pour des capacités de calcul qui dépassent l'entendement. Et ça ne fait que calculer. Alors c'est là où il y a une différence importante à comprendre, c'est qu'on a l'impression, on humanise la machine, qui n'a absolument rien d'humain, qui fait tout le contraire. C'est-à-dire que nous raisonnons d'abord. On va conceptualiser. On va raisonner, on va conceptualiser une idée. Et ensuite, on va verbaliser cette idée à travers un langage que l'on a conçu, que l'on a appris, de façon à pouvoir transmettre cette idée à un autre être humain. Ça fait le contraire. Ça verbalise d'abord, sans comprendre. Ça nous livre le résultat et c'est nous qui donnons du sens parce que ce langage-là que nous avons compris a un sens pour nous. Il n'a aucun sens pour la machine. Il a un sens pour nous. Donc ça verbalise d'abord, nous conceptualisons. Tandis que nous, on conceptualise d'abord et on verbalise après. Complètement la différence. Il fait le lien entre un prompt de texte et la génération d'image. Alors,
C'est-à-dire qu'il y a un corpus d'apprentissage avant qui a lié des images avec du texte. C'est-à-dire qu'on a tout un corpus d'apprentissage où on a appris le lien entre image et texte. Et à ce moment-là, il fait le lien entre les vecteurs images et les vecteurs texte et les mots qui sont dans le texte. Et il arrive à lier les deux. Et à ce moment-là, quand on lui donne du texte, il va se prendre comme référence son apprentissage de corpus image. Et à ce moment-là, en recréant l'ensemble, il va recréer une image en fonction de ce qu'on lui a donné. Alors attention. En fait, l'image, il va la créer en associant ces vecteurs. C'est ça. Ouais. Et après, il y a un résultat d'image. Alors après c'est compliqué, hein, bien entendu, ça ne se fait pas de façon aussi simple. C'est-à-dire qu'après, il y a une quantité de règles qui sont mises derrière. Par exemple, derrière les GPT, ensuite, il y a toutes les règles de vocabulaire, les règles de grammaire, les règles d'orthographe, de façon, c'est-à-dire qu'il y a du texte brut, mais on ne voit pas le texte brut. Il y a le texte brut qui sort du GPT et qui ensuite passe à travers des filtres qui vont corriger l'orthographe, corriger la grammaire, lisser le texte. Il y a une quantité de transformation. Après, il y a des filtres sur des choses qu'on ne veut pas dire, des filtres éthiques. Voilà, il y a des exclusions, etc. Il y a une quantité de règles après qui arrivent ensuite. Donc c'est un peu plus complexe, après. Oui. Ok. Alors c'est presque fini. C'est presque fini. Enfin, pas vraiment, mais bon. Voilà. Alors, ça c'est une image de comment est-ce que ça fonctionne, en fait. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Si je vous donne ça, c'est un corpus d'apprentissage. Je vous donne ça comme apprentissage. Ça, c'est une phrase dans ce langage-là que vous ne connaissez pas. Il manque un mot dans la phrase. Ça peut être soit ça, soit ça. C'est lequel d'après vous? Regardez assez rapidement. Hein? On a la même phrase que celle-ci. On a la même phrase que celle-ci, donc en fait c'est ça qui manque. Hein. On met B là-dessus. Alors vous pensez que ça ne veut rien dire, en fait si, parce que dans ce langage très particulier, en fait c'est là où je suis allé dans un restaurant. J'ai commandé un plat, on m'a servi le plat, j'ai mangé le plat, j'ai payé et je suis parti. Alors ça c'est, j'ai tout fait normalement, et là j'ai commandé le plat, j'ai reçu le plat, mais je ne l'ai pas mangé. Donc, je n'ai pas payé, donc je suis parti. J'ai commandé le plat, je l'ai reçu, je l'ai mangé, je n'ai pas payé, donc je ne peux pas partir. Mais vous avez construit la phrase sans savoir ce que ça voulait dire. Donc ça, c'est un principe qui a été mis en place par un philosophe actuel, John Searle, qui s'appelle la chambre chinoise. La chambre chinoise, c'est l'histoire d'un occidental qui se trouve prisonnier dans une pièce en Chine, qui ne parle pas le chinois, mais il est entouré de livres chinois. Et il y a quelqu'un à l'extérieur qui, sachant qu'il est prisonnier, lui glisse un petit billet sous la porte, écrit en chinois. Il ne comprend pas le chinois. Il regarde, il ne sait pas ce que c'est, mais il a une bibliothèque de chinois à sa référence. Il regarde les livres, il retrouve les caractères, il retrouve des caractères équivalents, et il va retranscrire les caractères qu'il trouve dans les livres. Il va remettre sous la porte, et il se trouve que c'est une phrase que la personne de l'autre côté va comprendre. Et la personne de l'autre côté va être persuadée qu'il parle chinois, et va commencer à interagir en chinois avec cette personne. Et lui va continuer à interagir avec cette personne en chinois, sans jamais comprendre ce qu'il dit. C'est comme ça que fonctionne l'IA générative. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise, tout ça? Bon, voilà un exemple de tout ce que l'on peut faire. C'est-à-dire que quand vous arrivez à concevoir que ça va répondre en fonction de probabilité à des questions que l'on se pose et à des raisonnements et à des prises de décision dans l'incertitude, on peut faire à peu près. Alors ça, c'est même pas une liste exhaustive, mais tout ce que l'on va pouvoir créer, simuler, augmenter des données dans les jeux, des investissements, le commerce électronique, la personnalisation des expériences, les recommandeurs, etc. Si vous avez acheté ça, ça et ça, vous allez adorer tel et tel produit. Alors après, je veux dire, ça n'a limite que celle de l'imagination, hein, de ce qu'on peut faire, avec. Quand on a compris comment ça fonctionne, après, on en fait ce qu'on veut. Alors, je voulais finir rapidement avec, comme je vous disais, des considérations un petit peu plus philosophiques, quelques expériences de pensée. Aujourd'hui, les fondateurs, vous en avez vu quelques-uns, Geoffrey Hinton, Yann Lequin,
et Joshua Bengio ont des idées un petit peu différentes. Yann Lequin, qui travaille il était chez Google avant, il est maintenant chez Meta. Lui, il est pour, on ne s'arrête pas, on y va, on fonce, on continue. De toute façon, on n'a pas le choix. Et il faut qu'on y aille. Geoffrey Hinton, qui vient d'avoir le prix Nobel, lui, il a plutôt la tendance, il est un peu plus âgé, il a tendance à dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'avais su, je n'aurais pas inventé les réseaux de neurones. C'est quelque chose de diabolique, il faut qu'on s'arrête tout de suite, ou il faut qu'on contrôle, etc. Alors, il faut qu'on contrôle, c'est bien, mais qui va contrôler? Ce sont les politiques qui vont être obligés de créer des lois et de mettre des structures légales. Le problème, c'est que les politiques sont largués, ne comprennent rien. Rien, ils n'ont absolument aucune idée de ce que c'est, donc ils ne vont pas pouvoir légiférer. Et plus ils attendent pour légiférer, plus ça augmente et moins ils comprennent. Donc là, on rentre dans un cycle qui est un petit peu délicat et qui ne va pas être facile à gérer dans un avenir immédiat. Avec des choix à faire qu'Elon Musk a déjà fait, c'est le bioconservatisme ou le transhumanisme. Est-ce qu'on veut que nos générations futures arrivent plutôt vers le bioconservatisme, c'est-à-dire qu'on régresse, c'est un bien grand mot, mais enfin qu'on revienne sur des choses naturelles et un contact plus précis et plus proche avec la nature, ou sur du transhumanisme, c'est-à-dire de l'augmentation de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va augmenter et améliorer l'humain avec la machine, sur ses capacités d'action, sur ses capacités de raisonnement. Sur ses capacités de raisonnement, c'est-à-dire, à la limite, le transhumanisme, c'est des implants au cerveau où on va avoir l'IA qui va fonctionner directement dans notre cerveau et qui va utiliser les capteurs naturels que l'on a pour raisonner, nous aider à raisonner, nous aider à prendre des décisions. Possible dans la conception. Dans le transhumanisme et le post-humanisme, je voulais vous montrer une petite vidéo. Est-ce que vous avez vu le film Her? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quelqu'un qui... Alors, attention, c'est un film qui date de plus de 10 ans. C'est quelqu'un qui achète un logiciel qui va être une personne qui va interagir avec lui. Et cette vision, cette petite pour extrait vidéo, c'est la première fois qu'il met le disque et qu'il lance le programme et qui fait la connaissance de Samantha. Donc, ça date de 10 ans. Le moment le plus important, c'est à la fin des How can I help you? C'est exactement ce que ChatGPT vous dit à chaque fois. La phrase la plus importante à la fin, c'est « You're going to get used to it ». Il est complètement perdu au début. Effectivement, il sounds weird. Et elle lui dit « You're going to get used to it ». On va s'y habituer. Pas de problème. Elle dit « Comment tu as choisi ton nom ?» J'ai regardé le livre avec les noms des bébés. Tu l'as lu en une seconde. En fait, en 2/100 de seconde. J'ai choisi en fonction de son humeur. Une expérience très intéressante. Récemment, les gens disaient, dans le domaine du médical, on ne remplacera jamais les médecins parce qu'on a toujours besoin de l'empathie d'un être humain pour avoir la mauvaise décision, etc. Le mauvais résultat d'une analyse et tout ça. Ben non. Récemment, on a fait une expérience à l'aveugle entre un être humain et une IA générative. L'IA générative a été jugée comme étant beaucoup plus empathique que l'être humain dans la délivrance de la nouvelle médicale. Pourquoi? Parce que l'IA en question avait visualisation du visage, regardait les yeux, l'expression, arrivait à faire un sentiment analysis, savoir de quelle humeur était la personne à ce moment-là, et à crafter le message de façon à être exactement dans l'empathie nécessaire avec la personne, ce qu'un être humain est en général pas capable de faire. Alors ça nous amène à justement ces concepts d'amélioration ou de remplacement. Est-ce qu'on s'améliore ou est-ce qu'on remplace complètement l'ensemble? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Si on remplace l'ensemble, c'est-à-dire qu'à la fin, un être humain, c'est uniquement le cerveau, qu'on peut même améliorer. Le reste, est-ce que c'est vraiment nous? Ça veut dire que maintenant, ce qu'on veut, et c'est le problème, c'est la mort de la mort. Les derniers trucs à la mode, c'est de répliquer nos façons de penser à travers une IA générative, de façon à ce que lorsque notre enveloppe corporelle sera morte, la façon dont on raisonne continue d'être répliquée à travers une IA générative qui parlera et qui raisonnera exactement de la façon dont on l'a fait pendant toute notre vie. Et donc, on pourra continuer à interagir avec le reste du monde à travers une IA générative comme on l'avait fait avant.
Ce qui pose la question de l'IA faible ou de l'IA forte. L'IA faible, c'est celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qui est capable de faire une tâche vraiment très très bien. L'IA forte, c'est celle qui peut remplacer l'humanité, c'est-à-dire sur un nombre de tâches infini avec des cross-références sur l'ensemble. Jusqu'à présent, il n'y a aucune indication que l'IA forte puisse jamais exister. Le cerveau humain étant beaucoup trop complexe, aujourd'hui on ne sait même pas comment il fonctionne. Ce qui amène à la question de l'IA consciente. Est-ce qu'une IA peut avoir une conscience, comme un être humain? Est-ce que vous avez vu la série Westworld? La série Westworld, je vais vous montrer un petit extrait. C'est presque fini. Ce sont des robots qui ont vraiment l'apparence humaine et qui permettent à des êtres humains de faire ce qu'ils veulent. Donc, en gros, pour résumer, ils vont tuer les robots pendant la journée. Ensuite, les robots sont remis en état pendant la nuit et reviennent sur le parc d'attractions le lendemain et refont exactement la même chose. Ce sont des robots, c'est l'IA parfaite, ce sont des robots qui ressemblent à des humains et qui ne sont pas humains et qui donc qui n'ont pas de conscience, sauf le jour où Maeve, qui est la tenancière du bordel du saloon dans le village, se réveille au milieu du laboratoire où elle est en train d'être réparée. Et là, elle se demande ce qui se passe. Et le type dans le laboratoire lui explique qu'elle n'est pas humaine, que c'est un robot, et qu'il y a une différence entre les deux. Donc ça nous amène à la dernière question. L'homme démiurge, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'être Dieu et de créer, de répliquer l'être humain et de faire ce que Dieu a fait, de recréer un être humain, mais de recréer dans une machine. C'est malheureux. Alors certains disent qu'on est sur le chemin, certains disent qu'il ne faut pas. Ouais, je n'ai pas de réponse, je vous laisse réfléchir. Mais ça vaut le coup d'y réfléchir parce qu'on y va droit. Hein, donc il y a une quantité de réflexions qui sont en train de se faire. En général, c'est combien? On va voir, il y a tellement d'événements qui vont peut-être orienter nos choix, mais ça va être des choix à faire. Ce que je vous disais au début, ça va être des choix à faire par l'humanité en général. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on va avoir des choix à faire sur la direction dans laquelle on veut que l'humanité aille. Là, on est quand même à des tournants. Hein, enfin, on est début mais d'un grand tournant. On le prend ou on ne le prend pas. Ça va dépendre. On remplacera Dieu quand on aura une continuité entre le 0 et le 1. Aujourd'hui, on fait des paliers, 0, 1. Et dans le cerveau, je crois qu'il en faudra. Ouais. Tout ce qu'on fait, c'est que de la modélisation. Ah oui. Mais la façon dont on fonctionne, c'est exactement ça. Hein. C'est clair. C'est la façon dont on fonctionne. On dit, c'est vrai, ce ne sont que des machines, c'est pas nous. Oui, mais enfin, nous, êtres humains, on fonctionne exactement de la même façon. On a des apprentissages. Quand on est gamin, on apprend des choses, on apprend des patterns. On dit souvent, on est un animal à reconnaissance de motifs. Hein. Quand on prend des décisions, on reconnaît des motifs dans le passé, c'est comme ça qu'on prend nos décisions. Donc on fonctionne. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc on fonctionne. Alors ça ne résume pas à ça, c'est tout le problème. Souvent les gens disent, oui mais attention, l'IA a des biais. On ne peut pas lui faire confiance. Avant, parce qu'on fait confiance aux êtres humains, ils n'ont pas de biais peut-être les êtres humains. En fait, l'apprentissage de l'IA est fait par les êtres humains. Exactement. Donc c'est la même chose. On ne prend pas par exemple. L'être humain ne raisonne pas par le cerveau, il raisonne par d'autres organes. Ça, c'est un autre. On le voit bien. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre problème. Mais justement, même la communication non verbale, qui est 80% de la communication qui est non verbale, elle est aussi sur des patterns et des reconnaissances de patterns. La façon, on reconnaît, on voit très bien les expressions de visage, les expressions, on le sait par expérience. Un gamin, il ne va pas faire de la reconnaissance non verbale. Et à mon âge, la reconnaissance non verbale, je peux vous dire que je l'ai. Hein, j'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir. On a modélisé le fonctionnement des neurones, mais on raisonne aussi et on décide par le cœur, et ça, c'est pas modélisé. Débat. Débat. C'est dans les probabilités. On ne peut pas dire sur la psychiatrie, la psychologie. Débat ouvert. Sur l'éducation qu'on a. Oui, oui. Si c'est possible. Oui. Et on va redescendre sur terre. Ouais.